de jeunes a obtenu l'ouverture du fort. Jean Bello, professeur à la retraite, guide les Français dans le strict respect du règlement, mais dans la bonne humeur. Alors, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à l'ouvrage Maginot du Hackenberg. Hackenberg, c'est le nom de la colline sous laquelle l'ouvrage est creusé. Les ouvrages Maginot portent en général le nom des collines sur lesquelles ils se trouvent. C'est le plus gros fort de la ligne Maginot. Il a une emprise de 160 hectares. Et il compte 19 blocs. Vous voyez, ces ronds rouges, ce sont des blocs. Hein. Ça, c'est un bloc. 15 blocs actifs dans lesquels il y a de l'armement, divisé en deux demi-forts. Un demi-fort est, on va pas là-bas, c'est trop loin. Un demi-fort ouest, je vais vous emmener là-haut. 2 blocs d'observation, ce sont les périscopes, les yeux de l'ouvrage situés au sommet du Hackenberg. Et 2 entrées, l'entrée des hommes un peu plus haut. En partant, vous passerez avec votre voiture devant l'entrée des hommes. Et l'entrée des munitions, c'est là que nous nous trouvons. Et dans ces cuves, on peut faire à peu près 200 rations de ragoût ou de pâtes alimentaires. Elles sont aussi modernes que les cuisines dans les établissements scolaires aujourd'hui. Il y a 2 différences. Actuellement, les cuves sont carrées et placées au milieu de la pièce. Là, elles sont rondes et placées contre un mur. C'est la seule différence qu'il y a. La vie quotidienne des hommes affectés au fort était plutôt confortable. En revanche, la situation politique et militaire était incertaine. On exhibait aux regards ennemis un dispositif militaire presque écrasant, moderne et efficace. Si la France avait moins misé sur tout refus de réconciliation et sur sa propre suprématie, le front de Harzburg, une alliance de réactionnaires allemands, n'aurait pas pu mener une campagne aussi martiale. Et les grandes manifestations de ce mouvement anti-républicain n'auraient pas eu un tel impact, y compris sur le chancelier du Reich, von Papen, et le prince héritier de Prusse. Par la suite, Adolf Hitler a pu tirer un avantage décisif de 2 facteurs, les répercussions du traité de Versailles et le mensonge maintes fois répété d'une menace qui pèserait sur l'Allemagne. C'est ainsi qu'il héritera du pouvoir politique en 1933. Au cœur de sa propagande figurait la prétendue soif de conquête du voisin français, avec lequel on ne peut pas négocier la levée des sanctions en Rhénanie, donc on occupe tout simplement la place. Personne, pas même la France, ne rappela Hitler à l'ordre. Derrière ces grandes tirades en faveur de la paix, une détermination se fait jour, qui laisse craindre le pire. Wir wollen dem französischen Volk die Hand geben. Wir wollen nicht diesen ewigen, wahnsinnigen Kampf weiterführen. Der einzige Vorbehalt, den wir über unsere Friedensliebe aufstellen müssen. Keinem etwas zuleide tun und vor keinem ein Leid erdulden. Zum Schutz des deutschen Landes gibt der Führer am 28. Mai 1938 an Heer und Luftwaffe den Befehl zum verstärkten und beschleunigten Ausbau der Westbefestigungen. Aus seinen großen Kriegserfahrungen heraus bestimmt der Umfang und Grundzüge für ein Festungswerk, wie es noch nie ein Volk zu seinem Schutz und zur Erhaltung des Friedens errichtet hat. Hitler confronte le monde et notamment son voisin français au gigantesque effort de l'Allemagne nouvelle. Pour réaliser cette construction, le pays utilise 20% de sa production annuelle de ciment, 8% du bois et 5% du fer. Une opération de création d'emplois qui coûtera 3,5 milliards de marks. Ce projet va mobiliser 100 000 sapeurs, 350 000 hommes de l'organisation Todt, sans compter le service du travail. Sur 630 km s'étend cette vitrine du rendement d'une communauté populaire qui se veut égalitaire. La position de son Führer Adolf Hitler à la tête du pays s'en trouve également renforcée. Hitler, qui doutait toujours de la loyauté des militaires, parvient à les impressionner. Cependant, jusqu'au déclenchement de la guerre, les nombreuses bases ne devaient abriter que peu de soldats. Mais ce que Hitler a su vanter à grand renfort de propagande n'était pas comparable à la ligne Maginot. Et pourtant, même l'état-major français s'est laissé tromper par cette mise en scène parfaite. En réalité, c'était une réalisation incomplète qui, au printemps 1939, n'avait pas encore été pourvue en armes et en munitions. Lorsqu'au printemps 1940, on tournait les premiers canons en direction de l'Alsace, la ligne Siegfried avait déjà rempli sa tâche.
Couvrir les arrières de l'armée allemande durant l'invasion de la Pologne. La population des régions frontalières de l'Ouest compte parmi les premières victimes de la guerre. Particulièrement ici, dans le sud du Palatinat, où ligne Maginot et ligne Siegfried se défiaient, mais où des liens multiples rapprochaient les hommes vivant des deux côtés de la frontière. Les Allemands de cette région n'avaient jamais considéré ceux d'en face, les Alsaciens, comme des ennemis. Ce qui explique peut-être que les militaires les obligèrent à quitter leur maison. Das war im September, wo wir weggemisst haben. Und dann war es dann so, dass wir in Gruppen aufgeteilt worden sind vorher. Also wer noch lauffähig war, Altersmäßig und so, musste laufen. Und die anderen sind transportiert worden. Und wenn man laufen muss, dann habe ich mir vorgenommen, da kann man ja nicht viel mitnehmen. Dann habe ich mir selber einen Rucksack gemacht und habe die Notwendigste rein. Wir wussten aber nicht, wohin es geht. Also hat es niemand gewusst. Mein Vater hat immer gesagt, wann wir leben, wir kommen in die Lüneburger Heide. Er hat immer gemeint, wir kommen in die Lüneburger Heide. Der Krieg ist bald gewonnen, das hat man geheißen. Wir haben den Krieg bald gewonnen. Und am 14. Tag kommen wir wieder heim. Das war unser Gedanke. Sind wir fort. Les villageois furent dispersés, répartis arbitrairement et même discriminés en tant qu'amis des Français. Seuls les hommes qui s'étaient portés volontaires pour poursuivre les travaux sur la ligne Siegfried furent autorisés à rentrer chez eux. Ce fut le cas de Karl Köhler, originaire de Busenberg, âgé alors de 18 ans. Wir hatten die Genehmigung, unser Häuser abzuschließen. Da ist ein Schild rangekommen von der Ortskommandantur, dass das Haus der Besitzer hier arbeitet und es bewohnt ist. Ne? Und ich komme dann nach Hause, wir waren da 10, 15 Mann, Busenberg marschiert rein. Und da sind die in der Küche geguckt, haben auf dem Fußboden Holz gehackt. Und am Herd die Beine weggeschlagen gehabt, aber direkt auf dem Boden auf. Dann habe ich halt da anfänglich böse war, wild war. Dann haben sie mich halt verhaftet. Die Ortskommandant durchgeführt und dann ist der Ortskommandant mit draufgegangen. Wo ist das Schild? Ich habe gesagt, hier war ein Schild an der Haustür und die ist so einquartiert ohne Genehmigung. Dann mussten sie ausziehen, das ist wieder zugemacht worden. Ach, darauf komme ich wieder heim, war selber wieder. Dann habe ich mich gar nicht mehr aufgeregt. Ce film de propagande passe sous silence le déracinement et la peur de la guerre. Les villages, occupés par des soldats allemands, sont montrés comme étant bien gardés. Pas un mot sur les deux objectifs réellement poursuivis. Obtenir un champ de tir bien dégagé et faciliter le déploiement des troupes. Ces images idylliques cachent la réalité. En France, le journal de guerre montre chaque semaine des images semblables. De même, la solidarité entre soldats et population que l'on y présente n'est qu'une partie de la vérité. Ces Alsaciens se sentent comme des pions sur l'échiquier du pouvoir central. L'armée est entrée en action pour défendre les droits de l'homme contre la barbarie et parallèlement, elle ordonne des évacuations brutales. Sur les deux rives du Rhin, on ne trouve plus que des villes fantômes. Madame Gutherz de Lembach raconte ce qu'elle a ressenti à l'époque alors qu'elle était enfant. Und in dem Weiter sind wir 2 Nächte geblieben und da haben sie uns in Viehwaggons verladen. Ne? Auf Stroh wie Vieh. Ne? Da waren wir, also manche hatten Platz zum Liegen, aber die vielen haben nur einen Sitzplatz bekommen. Ne? Und da war alles dabei, Hund und was dazugehört hat. Ne? Und da sind wir gefahren, wohin haben wir nicht gewusst. Ne? So, vor allem haben wir dann gute Verpflegung bekommen. Ne? Was war das so für ein Gefühl für Sie? Wir wussten überhaupt nicht. Wir wussten überhaupt nicht, was wir denken sollten. Wir dachten, wir gehen höchstens für 5, 6 Wochen weg und dann fahren wir wieder nach Hause. Ne? Und da ging ein Jahr vorbei. Schon wenn man Haus und Hof muss verlassen, ne? Und in Weidersweiler mussten wir alles stehen lassen, Vieh und alles stehen lassen und fort. Ne? Und was zu Hause blieb, ist zu Hause kaputt gegangen. Nicht? Hat niemand mehr gefüttert. Ne? Lembach, près de Wissembourg, faisait alors partie d'une région fortifiée.
C'était le tronçon vosgien de la ligne Maginot. Aujourd'hui encore, les puissants vestiges du fort appelé le four à chaux se dressent sur les sommets arrondis des collines. C'est de là que les hommes avaient observé le départ de la population. Les villages français furent transformés en zones de combat potentielles. À l'abri du béton et protégés par ces collines bardées de fer, ils se livraient depuis septembre 1939 à des duels d'artillerie avec les Allemands. Le reste du temps se passait dans l'attente. Il en allait de même en Haute-Alsace, dans les petits forts des bords du Rhin, situés en face de Breisach. Pendant la drôle de guerre, qui fut une guerre de position, tout ici resta calme. Mais les soldats étaient ébranlés par les événements de Pologne. Pendant qu'ils restaient sans rien faire, les armées de Hitler écrasaient leurs alliés de l'Est. La Pologne livrait un combat inégal contre la machine de guerre moderne de l'Allemagne. À Varsovie, Hitler savoure ostensiblement sa victoire. Quelle tactique va donc adopter Gamelin, le chef de l'état-major français, pour contrer l'offensive allemande désormais inévitable? Les indices se multiplient. Les Allemands vont opter pour une guerre de mouvement. Les dirigeants politiques, comme le Premier ministre Édouard Daladier, que l'on voit ici à Strasbourg, connaissent la supériorité des Allemands, qui réside dans la rapidité de leurs déplacements. On fait donc sauter tout ce qui pourrait faciliter leur progression. À nouveau, la France est contrainte et forcée d'appeler l'Angleterre à son secours. Les représentants du corps expéditionnaire britannique doutent de l'efficacité de la ligne Maginot, pièce maîtresse de la défense. Le réveillon de Noël 1939 vient encore distraire soldats et officiers de l'ennui de leur service. La messe de minuit réunit tout le monde. Les hommes de garde, la relève, les soldats des casernes d'infanterie. Leurs visages expriment l'inquiétude. Arriveront-ils à résister, à survivre ? L'hiver semble apporter un répit, un moment d'engourdissement pendant lequel on dresse des plans dans un élan fébrile. En mai 1940, le commandement de la Wehrmacht amassait à l'ouest les armées du groupe A. Le 10 mai, il déclenche le plan jaune. Les chars, les Stuka et les parachutistes engagent la bataille de France, en attaquant d'abord la Hollande et la Belgique qui sont neutres. Cinq divisions blindées regroupant 1220 chars mènent l'assaut, loin devant l'infanterie. Cette force représente la moitié des blindés allemands, une entreprise sans précédent. Le 11 mai, la première division blindée de Guderian, ayant pour devise « Le mouvement est préférable au combat », parvient à Bouillon. Guderian, élève de Manstein, a souvent dû prendre des décisions qui allaient à l'encontre des ordres de ses supérieurs. Il n'y avait pas eu de stratégie mûrement réfléchie qu'il aurait pu appliquer sur le terrain. Ce fut paradoxalement l'une des raisons de sa réussite. Principal obstacle avant la frontière française, la ville de Bouillon est prise. Les Ardennes réputées insurmontables sont franchies. Aujourd'hui, on n'imagine pas le découragement des Français à ce moment, à cet endroit. Pendant des siècles, la ville a été un verrou de sûreté, la pomme de discorde entre Allemands et Français. Au-delà de Bouillon, en bordure des Ardennes, c'est la vallée de la Meuse où se trouve Sedan, porte d'accès à la France. L'offensive sur la ville est imminente. La ligne Maginot n'allait pas jusqu'à Sedan. Les Ardennes et la Meuse étaient considérées comme des remparts naturels aux éventuelles agressions.